Salut la poiscaille, si je vous dis grand cru, il y a de fortes chances que vous me dites que vous pensez au pinard. On va pas parler de la villageoise à 2 € au supermarché, non. On parle d'un vin d'exception. Le genre de vin qui coûte la peau du cul, vous voyez. Et que peu de mortels peuvent se payer, sauf quand ils gagnent au loto. Celle-là, elle est abordable, quoi, par exemple. Ah oui, genre Romanée Conti, Pétrus, Saint-Émilion, etc. Ouais, par exemple, on parle donc du coup de bouteilles qui peuvent se vendre à des milliers de dollars. Sauf que bon, premièrement, elles sont hyper rares et surtout, c'est un savoir-faire unique. Ça, c'est ce qu'on pensait jusqu'en 2010, avant l'arrivée sur le marché du plus redoutable faussaire de vin que le monde ait connu. Parce qu'avant 2010, les faussaires répliquaient les bouteilles avec des grosses étiquettes et des bouchons d'époque. Donc on n'était pas sur une méthode très originale, tu vois. Alors que l'homme dont on va parler aujourd'hui, lui, il a trouvé une astuce totalement inédite pour vendre ses pinards tout pourris à un prix d'or. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque le FBI estime qu'il s'est fait plus de 80 millions de dollars. Vous allez voir que le récit de cet homme est incroyable, surtout quand on sait qu'il est parti de rien et qu'il a réussi à 25 ans à tromper les plus grands professionnels et spécialistes de son époque. Des mecs impossibles à tromper de base. Je vous invite à découvrir l'histoire du plus grand faussaire de tous les temps, Rudy Kurniawan. Nous sommes le 8 mars 2012, c'est le matin, et nous sommes dans le petit quartier asiatique d'Arcadia à Los Angeles. Rudy Kurniawan dort paisiblement. À 6h du matin, le FBI pénètre dans sa demeure, et Rudy ne peut plus rien faire. Dès l'entrée, il y a des tonnes de caisses de vin du sol au plafond. La cuisine est un laboratoire de contrefaçon avec tous les ustensiles de fraude posés dans l'évier. Dans les tiroirs, 19 000 étiquettes au nom des plus grands vins du monde, avec de faux tampons et des bouchons vieillis. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la surprise de Kurniawan est totale, puisque au dire du FBI, Rudy ne comprenait pas pourquoi il était arrêté. Il pensait à quoi le mec? Il devait s'y attendre un petit peu, non? Bien non, pas du tout en fait. Kurniawan vivait dans le déni. Pour lui, sa vie était parfaitement normale et il ne faisait rien d'illégal. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un petit peu dans le temps, parce que notre histoire commence alors 12 ans avant l'arrestation, soit en 2000. Dès le début, c'est quand même un gros flou dans le passé de Kurniawan. Parce que en gros, on sait qu'il a débarqué aux États-Unis dans son adolescence. Et il a 20 ans quand il s'installe avec sa mère en Californie. Là, il n'a ni travail ni diplôme, mais il s'intéresse de près aux personnes influentes et riches. Bref, un mec lambda qui rêve de gloire et d'argent quoi. Et c'est en juillet 2000 qu'il va passer les portes d'un caviste réputé de Los Angeles. Et donc, il débarque en ne connaissant rien du tout du vin. Et il pose ses premières questions au caviste Kyle Smith, avec qui il se lie d'amitié. Mais je comprends pas. Pourquoi le mec il a fait une fixette sur le vin? Comment te dire? La thune! La tunasse quoi. Parce que je suis comme Picsou, j'adore trop l'argent. Et donc dès le début des années 2000, les ventes de vin explosent aux States. Et les riches se battent pour avoir les vins les plus prestigieux. Et donc Kurniawan s'en rend compte et commence à s'y intéresser sérieusement. Rudy Kurniawan passe toutes ses journées chez le caviste, où il pose de nombreuses questions sur le vin et sa fabrication. Il entre alors en contact avec des œnologues et des viticulteurs qui lui font faire des dégustations. En à peine 6 mois, sa progression est extraordinaire. Il s'avère être un surdoué du goût, ce qui le rend très populaire dans le milieu. Alors que Rudy découvre qu'il a un don inné pour le goût et les saveurs, il décide d'y consacrer sa vie. Donc là, on va se dire, très bien, c'est parfait, c'est vraiment le type idéal qu'il nous faut. Où est le problème? Vous allez voir plus tard. Mais en tout cas, les gens dans le cas de Rudy, ceux qui sont aussi bons que lui, ça s'appelle des super testeurs. Hein? Mais qu'est-ce que c'est les super testeurs? Ce sont des personnes qui ont l'équivalent de l'oreille absolue, mais avec le goût. Et comme c'est un don très rare, Rudy se dit qu'il faut en profiter. Et donc, avec l'aide de son mentor, Kyle Smith, le caviste, il se spécialise dans les grands crus français. Pourquoi français en particulier? Parce que c'est les plus chers quoi mon pote. Tant qu'à faire, autant aller vers le haut de gamme tout de suite. Et en plus, les vins français ont sacrément la cote aux États-Unis. Donc, c'est une des meilleures façons de rentrer dans le cercle des gens de la haute. Ah ouais, pas con. Mais si le mec a pas d'argent, il va faire comment devant tous ces richoux? C'est là que commence le problème. Je vais y venir. Parce qu'en fait, personne ne sait d'où vient sa thune. Il raconte à certains que c'est un riche héritier, à d'autres qu'il fait de l'import-export, bien que c'est quand même un réfugié politique. Donc en gros, ça pue un peu le mytho. Tu mens. Et son pote Smith arrive à le greffer à un club très privé de dégustation. Un cercle d'ultra riches qui se nomme les Salopes de Bourgogne. Oui, c'est vraiment le nom. En fait, ce groupe est composé de 8 spécialistes en vin de Bourgogne, qui se réunissent pour déguster les bouteilles les plus prestigieuses. Et donc Kyle Smith leur vante le talent incroyable du Kurniawan pour les dégustations à l'aveugle. Et là, ça va pas manquer puisque Rudy va tous les impressionner en reconnaissant n'importe quelle bouteille. Son année, son millésime, le domaine, clairement le mec est une véritable attraction. Et rapidement, il devient tellement populaire qu'on parle de lui jusqu'à New York. Mais avec le talent qu'il a, pourquoi il en a pas juste fait son métier? L'objectif de Rudy était tout autre. Lui, il veut gagner du
fric. Beaucoup de fric. Et donc il décide de se mettre, comme on dit, au travail. En fait, à part ses dégustations et ses nouveaux potes, il passe le reste de son temps chez lui, dans la maison de sa mère. Et il commence à transformer la cuisine en un véritable laboratoire. Il teste 1001 formules pour copier la saveur, les arômes et la couleur des plus grands vins à partir de vins bas de gamme. Attends, mais c'est possible ça? Je veux dire, ça se saurait si on pouvait faire du bon vin avec de la vinasse de supermarché. Eh bien, pour le commun des mortels, non, c'est impossible, mais il faut pas oublier le génie du Kourniawan. Dans sa cuisine, Rudy couvre les fenêtres pour ne pas attirer l'attention de ses voisins. Il va passer des heures à trouver les bons mélanges, les arômes et les textures identiques aux grands crus qu'il essaie de plagier. À partir de 2001, il va se constituer une cave exceptionnelle, une des plus prestigieuses de tous les États-Unis. Tu m'étonnes. En même temps, il peut se le permettre, vu que c'est lui qui les fabrique en douce. Mais ce qui est dingue, c'est que tout le monde tombe dans le panneau. Attends, les collectionneurs, quand Rudy leur apporte une bouteille, ils se doutent vraiment de rien? Je veux dire, ils s'y connaissent pourtant les mecs. Je t'assure que non. En fait, lors de nombreuses soirées avec ses amis en Californie, à New York, ils sont tous persuadés qu'ils sont en train de boire les meilleures bouteilles de leur vie. En fait, il y avait juste un petit détail, quelque chose de minime, mais qui est resté quand même un peu étrange. Genre l'étiquette qui se décolle toute seule? Mais non, enfin arrête. N'oublie pas quand même que le mec c'est un pro, quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il demande toujours de repartir avec les bouteilles vides qu'il avait ramenées. Ah ouais, et ça, ses potes, ils ont pas trouvé ça bizarre? En fait, non, c'est tout con. Il leur dit, non mais les gars, je fais une collection, donc c'est pour ça, et voilà, c'est tout. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Évidemment, si c'était des vieilles bouteilles à 2 balles, ça, ce serait un peu bizarre. Encore que, y en a, ils collectionnent les bouteilles de bière, donc pourquoi pas. Faut quand même vous donner le prix, un petit peu des bouteilles. C'est qu'en moyenne, les bouteilles coûtaient $30,000. Et d'ailleurs, l'une des plus hautes avait pu grimper à $100,000. On va prendre le 806. Ah oui, regardez sa couleur. Comptez 100 000 € la bouteille. Je veux bien ramener la bouteille, même si elle est vide, ça fait quand même un beau trophée. Et en tout cas, c'est juste après ce test qu'il se lance fin 2005 dans son arnaque à grande échelle. Et là, il décide de vendre une partie de sa collection aux enchères. Il va donc faire une rencontre décisive avec un certain John Capone, un commissaire-priseur fasciné par la collection de Rudy et qui va organiser une des ventes aux enchères les plus importantes au monde. Les critiques les plus influents, les journalistes et bien sûr les plus grands collectionneurs de la planète sont tous réunis le 20 octobre 2006. Le catalogue de la cave de Kourniawan est tellement impressionnant qu'on la surnomme la cave magique. Ce jour-là, il va mettre en vente plus de 1200 bouteilles. Bon, du coup, c'est bien beau tout ça, sauf qu'en fait, il va commettre une erreur qui va lui être fatale. Il met en vente des bouteilles de Clos Saint-Denis des années 50. Rien d'étrange pour les novices, tels que vous et moi, sauf pour un collectionneur aguerri qui connaît bien le domaine et qui décide de contacter directement le vigneron. Parce qu'il trouve quand même que c'est louche. Les années 50, il sait pas. Salut vieille branche, depuis quand produis-tu du Clos Saint-Denis? Pourquoi tu me demandes ça? Tu devrais regarder le catalogue de la vente Kourniawan. Elle en propose une centaine de bouteilles, de 1945 à 1971. Alors là, on s'arrête, parce qu'il y a un gros problème. Le domaine Ponceau produit du Clos Saint-Denis que depuis 1982. Et du coup, ça contredit quand même un peu le catalogue de Rudy, qui prétend détenir des bouteilles de 1945 à 1971. Ouais, Rudy a bien fait le con sur ce coup-là. À la boulette. Comme vous pouvez l'imaginer, Laurent Ponceau est bien vénère. Là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout? Et ça peut se comprendre, vu que un mec vend des bouteilles de son domaine qui n'existent pas. Ou quoi qu'il en soit, directement après sa conversation avec le collectionneur, il achète un billet d'avion pour New York et le lendemain matin, il arrive à la vente aux enchères. Et là, en voyant Monsieur Ponceau arriver dans la salle, le commissaire-priseur John Capone l'accueille froidement et l'invite à passer dans un petit salon privé. Et là, ils vont avoir une discussion, on va dire plutôt mouvementée. Et finalement, Capone accepte d'organiser un rendez-vous le lendemain avec Laurent Ponceau et Rudy Kourniawan en personne. Là, la rencontre a lieu dans un restaurant chic du centre de Manhattan. Et donc Laurent Ponceau s'y dirige, bien décidé à mettre au clair toute cette affaire. À partir de là, la rencontre entre le vigneron et le faussaire va être plutôt tendue. Puisque quand le vigneron, Laurent, demande des informations sur la provenance de ses bouteilles, Kourniawan se montre nerveux et confus. Il s'enlise alors dans des explications loufoques qui ne vont pas du tout convaincre le vigneron. Et c'est à partir de ce moment précis que Laurent Ponceau va enquêter sur Rudy et cela va durer 4 ans. Et il va commencer son enquête par Los Angeles, là où habite directement Kourniawan. En fait, il va le suivre et il va essayer de réunir le plus d'éléments sur sa vie perso et ses activités. Et du coup, au bout d'un moment, il se rend compte que Rudy commande des étiquettes à grande échelle. Et là, clairement, il va se dire qu'il est quand même sur la bonne piste, mais qu'il n'a encore rien de concret à présenter au FBI. Il va alors aller en Asie sur les traces de sa famille. Mais là encore, pas de preuves. Bien qu'il apprend que Kourniawan a plusieurs identités et plusieurs passeports. Et donc, que tout ça devient de plus en plus louche.
C'est louche. Et pendant ce temps-là, Rudy fait sa petite vie tranquille. Je veux dire, il doit avoir un max de fric. Ah ouais. En fait, ça rend dingue Laurent Ponceau de penser que Rudy se promène en Lamborghini avec des costards Armani et des montres de luxe. Tout ça sur le dos des vignerons. Je suis un adepte de la vérité. L'esprit du vin est bafoué. Et donc, en mars 2010, notre vigneron détective décide d'aller enfin parler au FBI. Là, l'agent spécial James Wynne et le procureur Jason Hernandez frappent à sa porte en Bourgogne. Là, Laurent Ponceau leur montre les éléments qu'il a rassemblés pendant 2 ans, avec ses photos, ses notes, ses conclusions. Et donc tout ça ne laisse pas de doute en fait sur ce qui pourrait vraiment se cacher derrière. Donc à ce moment-là, du coup, les agents du FBI trouvent ça très intéressant, mais pas suffisant. Et donc c'est pour ça qu'ils vont décider d'enquêter aussi à leur tour sur ce cher Rudy. Et c'est ainsi que, en 2011, donc 1 an plus tard, Rudy commence quand même à avoir des doutes de son côté. En fait, des rumeurs circulent à son sujet et ça devient quand même un problème pour refourguer ses vins. Il décide alors de prendre une fausse identité et de se faire appeler Antonio Castanos. Et bon, comme vous l'imaginez, ça ne va pas suffire à duper le FBI. En 2011, le FBI et le vigneron vont enquêter activement, notamment en épluchant ses comptes bancaires, ses achats et en organisant des filatures. C'est ainsi qu'ils accumulent des preuves contre Rudy jusqu'en 2012, date où ils sont sur le point d'arrêter le plus grand faussaire de l'histoire. Et donc, à ce moment-là, le FBI rentre chez Rudy et découvre du coup le poteau rose. Et il l'arrête. Durant son procès, Kurniawan va plaider non coupable. Je suis innocent. Je suis innocent. Et évidemment, c'est quand même une tentative désespérée de sa part, puisque vu le nombre de preuves accablantes que le FBI a retrouvées sur lui, c'est un peu compromis, quoi. Ils ont quand même retrouvé des milliers de bouteilles avec des carnets de notes remplis de formules pour faire du faux vin. Des milliers d'étiquettes, des bouchons vieillis, de la cire. Bref, il est foutu. Il prendra d'ailleurs 10 ans de prison, plus évidemment des millions de dollars à rembourser à ses victimes. Mais au final, on sait le nombre de gens qu'il a arnaqué ? Non, en fait, loin de là. Le procès s'est concentré uniquement sur les 2 grandes ventes aux enchères que Rudy et Capone ont organisées. Mais ça ne suffira pas à prouver l'ampleur de la fraude. En fait, selon Laurent Ponceau, Rudy écoulait entre 10 et 26 millions de dollars de vin par an. Et donc, il avait forcément un entrepôt quelque part, avec des complices pour produire autant. Et donc, encore aujourd'hui, un grand nombre de fausses bouteilles de Rudy dorment encore dans les caves des plus grands collectionneurs. En fait, il faut vraiment se dire que depuis l'affaire Kurniawan, ça a permis de développer la protection des bouteilles. Et donc aujourd'hui, les grands crus possèdent 5 niveaux d'authentification. Et tous les grands châteaux en France ont investi dans de puissants moyens de protection avec des hologrammes, des puces de radio-identification, des gravures et même la blockchain qui permet de retracer les échanges. Mais c'est en même temps souvent aussi comme ça que fonctionne l'histoire. On a besoin de se prendre une bonne arnaque dans la figure pour se rendre compte que du coup, le système n'est pas infaillible et qu'il faut peut-être un peu améliorer son fonctionnement.